et bienvenue dans votre univers. Puisqu'il s'agit de votre deuxième passage chez nous, mais surtout pour rendre justice à l'auteur exceptionnel que vous êtes, l'idée nous est donc venue de vous rendre un hommage tout particulier. Vous proposez en effet aux visiteurs du Salon du Livre de venir plonger dans l'univers éclaté de leur auteur préféré. Nous vous avons donc pris au pied de la lettre. Selon nos sources, dans votre jeunesse, vous avez voulu devenir médecin. C'est pourquoi les thèmes de notre conférence seront découpés en parties d'une autopsie. Nous essaierons d'aller dans les profondeurs de votre esprit. Mais avant tout cet univers, c'est des corps, ce n'est que matériel. Tout cela n'a aucune justification. Monsieur Sénécal, veuillez nous excuser un moment, mais quelque chose n'est pas conforme. Il manque un détail. Mais qu'est-ce que j'entends? Bravo, moi j'applaudis ça, franchement. C'est ça que j'ai dans la tête, c'est ça? C'est ça que j'ai... Ah ouais, ça va pas bien. Est-ce que votre mère lit vos romans? Et si oui, quelles sont les impressions qu'elle vous donne sur ceux-ci? Ma mère? C'est bon ça. Vous êtes au courant de certaines affaires, vous autres, je pense, hein? Vous êtes informés. Ma mère, oui, c'est drôle parce que ma mère ne devrait jamais lire ce genre d'affaires-là. Ma mère, en temps normal, elle lirait un roman comme ceux que j'écris, puis après 20 pages, elle le lancerait à bout de bras en disant « Il est malade mental, ce gars-là, voyons. » Puis c'est drôle parce que quand j'ai commencé à écrire, j'ai pensé à ma mère, j'ai pensé à mon père et ma mère, comment elle allait réagir devant ça. Mon père, je savais qu'il avait du fun. Ma mère, je savais, tabarnouche, elle va être inquiète, tu sais. Bon, 51-50, ça allait. Mais elle a une réaction très. Elle crée vraiment une distance entre le livre et elle-même. Vu que je suis son fils, on dirait qu'elle est capable de créer une distance. Quand j'avais écrit Sous le seuil, par exemple, j'étais allé. Elle m'avait permis, elle connaissait un psychiatre de Pinel. Pinel, c'est l'hôpital psychiatrique à Montréal où il y a les patients les plus dangereux. Là. Okay? C'est là qu'ils se ramassent là. Puis elle m'avait fait rencontrer un psychiatre de Pinel. J'avais demandé à ce psychiatre-là, est-ce que je peux aller visiter Pinel? Il a dit non, tu peux pas. J'ai dit, ah oui, même si je dis que je suis un écrivain puis que je veux, ben surtout si tu es un écrivain, ça va être encore pire. Ils vont moins vouloir encore parce qu'ils veulent pas que ça se retrouve dans les livres, tout ça. Ce qui avait pu m'avoir, c'était de me faire visiter le rez-de-chaussée puis l'endroit où les policiers viennent rencontrer les fous quand ils ont besoin de leur témoignage, des choses comme ça. Puis on s'en est servi pour le film, d'ailleurs. Le climat, pas le climat, mais le décor ressemble à ça. Par contre, j'ai pu aller rencontrer des patients dans l'hôpital psychiatrique plus mollo, là, plus normal, où les gens n'étaient pas dangereux. Et ça m'a beaucoup inspiré pour les patients sur le seuil. J'ai rencontré un gars qui était convaincu qu'il voyait le pape une fois par semaine. Lui, il était convaincu. Puis on m'avait prévenu, le docteur m'avait dit tu vas voir, Patrick, tu vas parler à ce gars-là, il a de l'air complètement cohérent. Tout le long qu'il parle, là, il est très cohérent, il a de l'air tout à fait normal. Puis à un moment donné, parle du pape là, pour le fun, là, tu vas voir, ça va complètement switcher. Là. Est-ce que c'est impératif pour un artiste d'être sur Facebook ou Twitter, sur les réseaux sociaux? Ben non, c'est pas impératif. On a voulu me faire croire que tant que je n'étais pas sur Facebook, justement, on me disait, mais là, Patrick, là, il faut que tu sois sur Facebook. Là. Comment il faut que je sois sur Facebook? Je suis un des auteurs les plus lus au Québec, mais je ne suis pas sur Facebook. Fait que, et où l'obligation d'être sur Facebook? Là? Je veux dire, je vis très bien. Puis à un moment donné, il a fallu que je le sois pour un projet d'écrivain là, ils étaient tous sur Facebook pour se communiquer. Ils m'ont dit, mets le nom de Facebook, ça va être plus facile. Fait bon, OK. Là, je l'ai mis sur Facebook.
Puis bon, j'ai tombé un peu dans cet engrenage-là, parce que c'est facile hein, d'aller sur Facebook puis de niaiser une demi-heure en regardant ce que tout le monde écrit. Là. Puis là, tu t'en veux, après une demi-heure, tu fais qu'est-ce que tu fais là? T'as perdu une demi-heure de ta vie à lire des niaiseries. Là. C'est ça qui me choque, c'est le temps qu'on perd là-dessus. Mais ça peut aider, ça peut aider. Il y a des choses, je me rappelle, à un moment donné, j'écrivais, je venais d'écrire ma phase 3, puis j'avais besoin, il fallait que je cherche un auteur, un romancier, dans lequel l'assassin serait un noir. Puis un livre connu. Fait que j'avais pas de titre qui me venait à l'esprit, fait que j'ai envoyé un message à mes chums écrivains sur Facebook. Pouvez-vous me trouver un livre que j'ai reçu 35 réponses en 20 minutes? Puis j'en ai trouvé une que je voulais. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment utile. Là, il y a le temps. Il y a quelque chose qui t'aide dans ton travail. Il y a quelque chose d'intéressant. Mais... Dans les terres, errant au 51-50 rue des Hommes, là où la glace prit forme. Pris dans le ressac, dans le sac, des boissons de la sac, je m'en sac! Du monde pitié parasite, déjà occupé avec mes termites, des fourmis et de leur reine, rouge, de mon sang qui s'effrène. Je suis dans mon cocon, pas si réconfortant, m'isolant en attendant le jour où je deviendrai papillon. Avec ces démons qui me tuent de l'intérieur, ces monstres qui occupent mon cœur, qui volent la lueur d'espoir dans mon malheur. Ici c'est hell.com et j'y suis damné. La vie a tué l'enfant dans l'homme, elle m'a agressé. Vois-tu les retards de mon cœur qui rame? Sens-tu la mort qui se cache en mon âme? Entends-tu les cris de mon esprit, de mon désespoir qui sourit, la déchéance qui sourit? Comme une souris, une carie qui me fait pourrir, que pourrir? Qui s'infiltre et me ronge comme une maladie qui hante mes songes et m'affaiblit. Comme un paria, malaria, que de malaria. Pourtant, l'aria n'est pas là. Le paria, c'est moi. J'ai le mal de vivre. Il n'y a de pire ennemi que soi, et je dois y survivre. Comme plus tôt dit, mon bonheur se tarit. Plus tôt dit que jamais, et ça paraît. Mes épaules qui s'affaissent, mon apparence qui se délaisse. Mon âme en laisse et mon moral en pièces. Mes yeux hagards, mon corps tendu comme un ressort, et pourtant lent comme dans le lard. Mais épuisé par l'effort de se lever chaque jour, sans que rien n'ait changé au grand vide qui m'habite, ce trouble qui m'habite. L'effort de passer maître dans l'art de rester sourd, à l'horreur de la vie qui court, à la douleur de ma vie qui déchire, à ma conscience qui chire. Toutes les nuits, sur le seuil de ma vie, à chaque semaine, les 7 jours du talion, mais quand la mort me prendra-t-elle, moi et mes haillons? C'est né calé dans mes livres noirs que je fais le loir, en broyant du noir tous les soirs. Pour mieux passer le mois de ma vie de gueux, je m'immerge dans le eux, je mets pour me débarrasser de mes boulets. C'est à eux que je les transmets. Mes douleurs et mes peines, mes poumons hors d'haleine. Pardonnez-moi, victime sénécale. Je vous torture et ne vous ménage en rien. Je vous écrase de ma misère, je vous cale. Pardonnez-moi, ça me fait du bien. En mettant des photos choquantes. Votre Toi, t'es père, vraiment freakante, toi. votre père commande souvent vos photos et vos statuts. Pourquoi cherchez-vous la controverse sur les réseaux sociaux? C'est bien drôle ce que je dis. Moi, j'étais tout courant. Des photos choquantes sur Facebook, tant que ça? Ouais, écoute, ouais, c'est vrai que j'ai mis... je mets des photos de Wilkins, qui est un photographe méga trash, là, mais qui est connu à travers le monde, hein. Il est pas... je me suis mis en photo de me raser à un moment donné, puis je savais comme je m'étais coupé, j'avais du gros sang qui coulait dans la face, là. Et ça, c'était drôle. Mon père fait des commentaires, ouais, ça écrit le temps. Mais en fait, je mets des photos comme ça parce que ça affiche qui je suis, hein. Le but, c'est un peu ça, c'est montrer nos couleurs. Il y a une forme de provocation, un peu parce que je sais que j'ai quelques amis Facebook qui sont très, très prudes et très straight, puis j'aime ça les provoquer un peu. Il y a une fille, entre autres, elle a marqué des belles affaires, la vie est belle, puis tout est beau, puis tatata. Puis moi, je fais exprès, là, j'y réponds des affaires où j'envoie des vidéos, là, juste pour la secouer un peu, là. J'avoue que je n'ai pas ça. Pendant Noël, elle montrait des photos. Elle dit, regardez mes enfants, des photos du Père Noël. Des photos du Père Noël. J'ai envoyé moi aussi, j'en ai une bonne, puis je montre un cadavre de Père Noël dans la rivière qui est mort. Je pense qu'elle ne l'a pas montré à ses enfants. Mais c'est correct, là, on se fait ça de façon très amicale, là, parce que j'espère, mais la manière qu'elle me répond, je pense qu'elle trouve ça rigolo. Là. Oui, il y a une volonté.
Ben, je sais pas. En plus, c'est vrai que les médias sociaux, j'ai une relation amour-haine avec ça. Moi, ça fait juste 1 an que je suis sur Facebook. Mais oui, il y a de volonté. Ben, je sais pas. En plus, c'est vrai que les médias sociaux, j'ai une relation amour-haine avec ça. Moi, ça fait juste 1 an que je suis sur Facebook. Je sais pas encore comment prendre ça. Au moins une fois par semaine, j'ai le goût de m'enlever de ça parce que je trouve ça extrêmement insignifiant. Je trouve ça... Mais en même temps, il y a des choses intéressantes de temps en temps, mais il y a tellement... Puis pourtant, mes amis, j'ai choisi, là, c'est des gens avec qui j'ai le goût de parler, mais je suis plus capable des photos de chats, je suis plus capable des anecdotes. Ce matin, ma fille m'a dit Ah, puis j'ai répondu Ouais, puis quoi? Puis la fille m'a fait Ah, telle réponse, c'est cute, hein? Je suis plus capable de ça. Le monde qui raconte leur quotidien, je veux dire, le quotidien, ça intéresse personne. Mais là, Facebook a créé l'illusion que le quotidien devient intéressant pour tout le monde. Facebook a créé l'illusion que quand on se gratte le matin, quand on se lève, ça vaut la peine d'être dit. Facebook nous donne l'impression que nous sommes tous intéressants tout le temps. Et c'est faux. C'est faux. La plupart du temps, nous ne sommes pas intéressants pour personne d'autre à part nous. Et c'est très correct, parce que la vie n'est pas un show perpétuel. C'est pas vrai. Ici, à un moment donné, tout ce qu'on dit, tout ce qui nous arrive vaut la peine d'être publié sur Facebook, mais quand il va nous arriver quelque chose de vraiment intéressant et qu'on va vouloir le dire, ça va être banal. Ça va se banaliser tout seul, parce que tout à coup, c'est une autre parmi tant d'autres choses qui nous est arrivée, puis on ne fera plus la différence entre ce qui est vraiment important ou non. Puis je trouve que toute la notion d'intimité, la tête en train de tomber, il n'y a plus rien d'intime. Bonjour. Bonjour. Nous aimerions vous entendre sur l'avenir de la littérature au Québec. Eh mon Dieu, je suis pas un spécialiste, hein? Je sais pas, comment... En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on s'ouvre de plus en plus. Le Québec, longtemps, n'a pas beaucoup exploré les genres, justement. On était beaucoup dans la littérature rurale, après ça, la littérature très misérabiliste. On était beaucoup aussi, tu sais, comme on est un peuple qui avons traversé beaucoup d'épreuves, comme on est un peuple qui avons été conquis, tout ça, on dirait qu'on avait besoin d'explorer beaucoup notre mal-être, d'explorer beaucoup notre espèce de désespoir. Puis longtemps, on a eu au Québec des livres qui étaient beaucoup des personnages, un peu des losers sympathiques, des livres qui finissaient mal, bon, tout ça, puis qui avaient des petites vies, puis qu'ils ne sortaient pas de leur petite misère, bon, tout ça. Et là, il y a des chefs-d'œuvre là-dedans, ça c'est dit, là, il y a des grands livres. Mais là, on dirait que depuis quelques années, on s'est permis tout à coup de juste aller dans l'imaginaire, de juste explorer un bon thriller, une bonne histoire, d'aller dans le roman policier, d'aller dans le roman d'horreur, d'aller dans des choses comme ça. Donc, moi, ce que je vois maintenant, c'est qu'on peut tout faire au Québec côté littéraire. Il n'y a plus de comment je dirais, de chasse-gardée, pas de chasse-gardée, c'est pas ça que je veux dire, mais de genres qui ne sont pas québécois. Pour vous autres, c'est peut-être, vous êtes trop jeunes pour avoir vu ça, mais moi, quand j'ai commencé à écrire en 94, mon premier roman que j'ai publié en 94, il n'y avait pas de roman. Il y avait très peu de romans policiers québécois. Il y avait très peu de thrillers québécois, de romans d'horreur québécois. Il y en avait une couple, mais c'était bien underground. C'était pas connu, puis on n'en parlait pas dans les journaux vraiment. Et les éditeurs québécois ne savaient pas trop comment traiter ces livres-là. Ils sortaient un livre, mettons, je vais vous donner un exemple. Daniel Cernine, qui a écrit un des meilleurs romans de science-fiction que j'ai lu dans ma vie, puis c'est un Québécois, ça s'appelle Chronoreg. Puis quand son éditeur a sorti ça à l'époque, il a traité ça comme un roman québécois mainstream, alors que tu ne peux pas traiter un roman de science-fiction comme un roman québécois, dans le sens que si tu vas dans une librairie et tu aimes la science-fiction, tu n'iras pas dans la section roman québécois. Tu vas aller dans la section roman science-fiction. Mais eux autres, l'éditeur, il l'avait publié comme roman québécois avec sa couverture, une couverture qui ne faisait pas science-fiction, pas en tout, puis il avait mis ça dans la section roman québécois. Bien, ce roman-là, personne ne l'a lu, ou à peu près. Et là, il n'y a pas longtemps, mon éditeur, à lire, qui connaît la littérature de genre, l'a ressorti comme un roman science-fiction. Là, il est dans les sections de romans science-fiction. Et là, ben, il a été plus lu, là, ce roman-là, grâce à ça. Donc, on commence à traiter la littérature selon ses genres, selon ses lecteurs, et je trouve ça encourageant. Maintenant, ce qui me fait un petit peu peur, c'est on commence à avoir une fascination pour, pour les recettes et pour les vedettes. Maintenant,
on va faire des commandes à des auteurs pour qu'ils écrivent tel genre de roman. T'sais, comme depuis le succès de Twilight, on voit de plus en plus d'éditeurs qui veulent avoir leur Twilight québécois ou qui veulent avoir leur roman de vampire québécois. Bon, ou des éditeurs qui vont vouloir publier des vedettes. Pas des vedettes dans le sens d'auteurs connus, mais des gens qui ne sont pas des écrivains, mais qui tout à coup vont écrire quelque chose avec leur nom dessus, puis là, ça va se vendre, ça va devenir connu juste parce que c'est une vedette qui l'a écrit. T'sais. Alors, ça, c'est un petit peu dangereux. Il ne faut pas perdre de vue non plus l'aspect littéraire. Il ne faut pas perdre de vue que, après tout, on est des écrivains. On n'est pas des amuseurs publics. On n'est pas des vedettes qui vont aller faire des shows de recettes à la TV nécessairement. On n'est pas des... Bon, on peut le faire si ça nous tente puis si on connaît ça, mais il ne faut pas tomber dans cette... Je trouve que jusqu'à maintenant, la littérature se tire assez bien de ça. Là, la télé-réalité n'a pas encore touché la littérature, et tant mieux parce que ça serait bien plate d'avoir une télé-réalité sur des écrivains. Là. Je veux dire, comme je vous disais tantôt, on écrit. Là. Fait que, imaginez une télé-réalité où on nous voit écrire. Il faudrait se mettre en bobette et en camisole là, pour attirer l'attention. Puis j'ai beaucoup d'écrivains dans la tête que je me dis non, mauvaise idée. Dont moi. Donc, on échappe un peu encore à ça, mais de plus en plus, la littérature peut devenir comme une espèce de... Il y a un Américain là, qui a sorti un livre où que pendant que tu lis le livre, tu vas voir telle scène, tu vas voir qu'est-ce qui se passe dans la scène, tu vas faire une adresse Internet, puis là, on te montre la scène en vrai, filmée en vrai. Ça me fait un peu peur, ces bébelles-là. Parce que je trouve que comme tu n'es plus dans la littérature, tu n'es plus dans le cinéma, tu es comme dans une espèce de je sais pas quoi. Fait que tu t'imagines un personnage, tu t'imagines un univers, et tout à coup, tu vas voir une scène de ce livre-là en film où on vient t'imposer un univers que toi, tu t'étais peut-être pas fait dans ta tête. Fait que j'espère qu'on va être à l'abri un peu de ces bébelles-là au Québec dans les prochaines années. Mais moi, juste de voir des choses comme ici, ça me montre que il y en a du monde, il y en a des jeunes qui lisent, il y en a des jeunes qui sont intéressés, il y a moyen, là. C'est pas vrai que la littérature est en train de disparaître, puis je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ah là là, oh la vache. Ok. C'est frais aujourd'hui, hein? Oui. Oh, il y a une maison là-bas, je vais aller m'habiter. C'est pas fini, hein?